Cette œuvre m'a impacté. Cette œuvre m'a sauvé. Ce genre de phrase se dit souvent lorsqu'on lit une œuvre qui nous a marqué selon ses thèmes abordés ou les aventures où nous sommes transposés, nous permettant de devenir une meilleure version de nous-mêmes, dans le meilleur des cas. Même si je pense que beaucoup de gens disent cette phrase à tout va, j'en fais quand même partie. Je peux numéroter 5-6 œuvres qui m'ont marqué profondément, mais aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire d'un manga qui m'a redonné goût à la vie. J'ai nommé Escale à Yokohama. Bon visionnage. Yokohama Kaidashi Kiko, ou Escale à Yokohama en français, est un manga du genre Iyashikei, un sous-genre du Slice of Life. L'objectif est d'offrir au lecteur des moments de détente et sans prise de tête. C'est un genre thérapeutique qui va mettre en avant des paysages et une atmosphère paisible, d'où vient le mot Iyashikei qui veut dire guérison en japonais. Dans un monde post-apocalyptique, on suit Alpha Hatsuseno, gérante d'un café du même nom. Elle passe son temps à servir ses clients ou de passer à Yokohama pour faire les courses. Cette routine se brisera au moment où elle rencontre Oji-san, qui gère une petite station à essence. Petit à petit, son entourage va grandir avec des personnes comme Takahiro, Ayase, Kokone et Sensei et j'en passe. Chacun d'entre eux ont leur moment ainsi que des chapitres dédiés à leurs aventures. Comme je l'ai dit précédemment, Alpha vit dans une routine. Elle se réveille, prend un café, sert les clients qui viennent rarement dû à l'emplacement du café, et ensuite dodo. Des fois, elle descend à Yokohama avec son scooter pour faire les courses, et y passe un peu de temps. De plus, on apprend que notre protagoniste est un androïde programmé avec une technologie avancée, lui permettant d'interagir avec son environnement et ressentir des émotions. Le problème, c'est qu'elle est toute seule, avec un propriétaire absent pour l'entièreté du manga. Avec tout ça, on comprend une chose, c'est que cette routine va être compliquée à briser, sans l'aide d'un petit coup de pouce. Ce petit coup de pouce est le reste du cast. En effet, nos personnages secondaires vont faire la connaissance d'Alpha. Ils tomberont sous le charme de l'androïde instantanément, lui donnant compagnie à un certain moment comme Oji-san qui lui rend visite avec son petit-fils. De fil en aiguille, son groupe d'amis va s'accroître, et son monde fera de même. Le reste des personnages, bien que secondaires, ont toujours leur temps d'écran, avec des chapitres dédiés à eux-mêmes. Nous avons par exemple Ayase, un jeune homme qui parcourt ce qu'il reste du Japon, Takahiro et Maki, un duo de gamins avec leurs péripéties, ou Sensei qui a participé à la création des androïdes Alpha. Voyons notre protagoniste comme sa fille. Et oui, j'ai dit des androïdes car en effet, Alpha n'est pas seul. Au fur et à mesure de l'histoire, nous allons faire la rencontre de plusieurs androïdes qui ont des personnalités propres à chacun, comme Kokone qui travaille dans la poste et se lie vite d'amitié avec Alpha. Elle est assez timide, mais dû à son travail, ses compétences sociales sont beaucoup plus travaillées que notre protagoniste. Ensuite, on a Maroko, qui est plutôt du genre jovial et dynamique, s'éloignant le plus de l'âme d'un robot pour s'approcher de celui d'un humain. Et enfin, on a Nai, un cas assez particulier. On en reparlera plus tard, elle va nous servir pour une autre partie de la vidéo. Sous ce ton paisible que dégage l'environnement, se cache une vérité bien plus sombre. En effet, on peut remarquer au premier chapitre, via des dialogues ou avec des plans paysages, que notre planète se porte plutôt mal. Des inondations en coupé le souffle et des tempêtes qui font ravage et des dunes sur les autoroutes. De plus, on remarque que la brousse prend le dessus, montrant le manque d'entretien des lieux. On peut noter l'existence de créatures hors du commun, telles que le kama, qui est une sorte de poisson volant qui peut vivre à la surface et peut voler à haute altitude. On a aussi la Misago qui a une apparence humaine et ne s'approche que des enfants, les considérant comme dociles. Elle possède une agilité et une vitesse hors normes, ainsi que des dents pointues. Et le plus intriguant de tous, le dieu de l'eau, une entité avec un visage d'enfant qui n'interagit pas avec son environnement. On remarque aussi une végétation abondante avec des spécimens atypiques. On n'a pas d'explication sur leurs origines, elles sont considérées comme membres du décor et personne ne semble s'en préoccuper. On peut se demander ce qui s'est passé. Serait-ce un enchaînement de catastrophes naturelles dues au climat ou seraient les conséquences d'une guerre nucléaire? On n'a pas de réponse, mais l'œuvre ne s'attarde pas sur les détails du passé, mais se focalise sur le présent. La Terre atteint son crépuscule. Et on savoure ses derniers moments.
Bon, maintenant c'est période de transition. Et oui, tu vas pas me venir celle-là. La suite de cette vidéo comportera des spoils pour la suite de l'œuvre. Donc si vous n'avez toujours pas lu Escalier Coma et que ces dernières 5 minutes vous ont convaincu, alors quittez cette vidéo et commencez votre lecture. Évidemment, laissez un like, abonnez-vous, ça coûte rien, je vous en ai à ma famille, tu vois, c'est la hache, tu connais, et bref. Fin de la transition et bon visionnage. Un point qui m'a marqué dans cette œuvre, c'est les relations entre chaque personnage, notamment tout ce qui est en lien avec Alpha, étant donné qu'elle n'avait personne à ses côtés depuis un sacré bout de temps. On a tendance à se dire qu'elle a des difficultés à interagir en société, mais c'est pas tout à fait ça. Elle a plus un manque de curiosité qu'autre chose. Au début, elle pense juste rester aux alentours du café jusqu'à ce que la fin arrive, et en soi on peut la comprendre. L'endroit est assez paisible, et puis le monde est à son déclin. Il n'y a plus grand chose à voir, alors pourquoi se casser la tête? Et c'est là où notre cast fait son apparition. On est sur une relation familiale, se composant principalement de réunions et de sorties. Petit à petit, elle commence à s'ouvrir au monde. Elle tente des trucs, des fois ça se passe bien, des fois non. Son innocence est juste charmante. C'est comme si on regardait un bébé faire ses premiers pas ou les chiens citron lui faire une grimace. J'aime beaucoup d'ailleurs sa relation avec Oji-san et Sensei. On aurait dit des figures paternelles qui passent leur temps avec leur fille. Ou sa relation sociorale entre elle et Kokone. Elles se haussent mutuellement, avec Kokone qui devient moins formel autour d'elle et Alpha qui étend son monde en lui rendant visite à Musashino. Elles font des soirées ensemble et juste s'amusent au final, et c'est simple mais beau à voir, d'où le principe de l'Ihashikei. Une beauté d'ailleurs qui est renforcée par le dessin, qui lui est sobre mais efficace. Malheureusement, tout n'est pas rose, et quelque chose dont on ne peut contrôler va surgir dans son subconscient pour la hanter, le temps. En effet, Alpha ne vieillit pas, mais son entourage n'échappera pas à cette fatalité. On le ressent au début avec sa relation avec Takehiro qui baigne dans le platonisme. Elle établit déjà le fait que l'amour entre eux est impossible dû au fait qu'elle est comme un point fixe dans le temps, contrairement à lui qui va évidemment grandir. C'est quelque chose qu'elle va enfin comprendre et ressentir en tout cas à la deuxième moitié de l'œuvre. Mais on en reparlera plus tard. Il y a 4 autres personnages dont j'ai envie de parler tellement je les trouve intéressants et touchants dans leur écriture. Un de ces personnages est notre cher Ayase. Lorsqu'il apparaît dans l'œuvre, c'est plus pour montrer le reste du monde qu'autre chose. Par contre, il représente parfaitement l'archétype de l'homme du passé. Celui qui est fixé sur le passé. Celui qui n'arrive pas à aller vers l'avant et passer à autre chose. Ceci est alarmant lorsqu'on voit sa quête de la Misago, qui est en vain dû au comportement de l'étrange créature. Par contre, notre vagabond est sympathique. Avec son Kama, il forme une équipe des plus divertissantes. Sa relation avec lui et notre duo Takehiro et Maki est touchante, les fréquentant de manière irrégulière. Il les voit grandir à vue d'œil et se demande des fois si c'est toujours possible de rencontrer la mystérieuse entité. Et enfin, et ça c'est quelque chose qui me titille, c'est qu'il connaîtrait le propriétaire d'Alpha. On ne connaît que son nom de famille, Atsuseno. Aucune autre information. En parlant de notre duo, les voici. Takehiro et Maki représentent parfaitement le temps qui passe. Ils sont souvent ensemble, s'amusant dans ce monde. Ils sont un peu comme ce groupe de gosses qu'on connaît dans le village, qui sont inséparables. Leur relation avec Alpha est ravissante, est assez comique au début, avec Maki qui se voit dans un triangle amoureux jusqu'à ce qu'elle connaisse mieux notre protagoniste. Et cette relation va s'approfondir après que Takehiro quitte le village pour ses études. Elle ne veut pas juste l'attendre et essaie d'être indépendante. Mais l'aspect le plus intéressant avec notre duo, c'est leur rencontre avec la Misago, qui est là pour représenter leur évolution au fil du temps. La Misago s'approche du Takehiro jeune, ensuite va vers Maki après que Takehiro a grandi, et enfin elle s'approche de leur enfant. C'est pour moi une excellente manière de montrer à quel point le temps passe vite. Enfin, j'ai envie de parler de Sensei et Oji-san, ceux qui ont possiblement vécu avant ou au début de la mort chronique de notre planète. Sensei faisait partie de ceux qui ont travaillé sur les modèles Alpha, donc elle sait beaucoup de choses sur la conception de cette famille d'androïdes. Pour Oji-san, c'est juste un simple grand-père qui vit sa vie paisiblement et aime beaucoup notre protagoniste. Les deux ont un point en commun, c'est qu'ils considèrent Alpha comme leur fille, et l'aiment beaucoup. Ils ne semblent pas se préoccuper du passé et vivent le reste de leur vie paisiblement. On peut conclure une chose avec ces 4 points, que les relations dans cette œuvre sont la base de celle-ci. Alpha représente un point fixe, un simple spectateur qui assiste au crépuscule du monde. Takehiro et Maki représentent la future et possiblement la dernière génération. Ayase représente une personne qui reste fixée sur un passé glorieux. Et enfin on a Sensei Oji-san qui représente l'ancienne génération, qui attendent juste la fin. À eux 4, on a une parfaite représentation du temps, ainsi que du monde autour d'eux. D'ailleurs c'est une belle transition pour notre prochain point.
Quelque chose qui m'a un peu dérangé dans cette œuvre, c'est le fait qu'on ne sait que peu sur tout. La conception des androïdes, ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là, ou l'identité du propriétaire. Mais avec du recul et une relecture, je pense que c'est une bonne chose au final. Car ce n'est pas le but. L'objectif n'est pas de connaître les causes, mais de vivre avec les conséquences. Toutefois, cela ne nous empêche pas de s'intéresser sur ce qui s'est passé. En juger le paysage, notamment le mont Fuji qui paraît défiguré, je pense que la théorie d'une guerre mondiale fait sens. On peut se demander aussi si la végétation ou la Misago ne sont que des victimes des déchets nucléaires. Ensuite, on a la possibilité qu'ils ont utilisé des androïdes en tant que combattants, et qu'il n'en reste peu, enfin même aucun. Comme preuve, on a Nai, le seul modèle alpha qu'on connaît qui est un mâle, qui nous raconte que les androïdes mâles meurent rapidement. D'ailleurs, on sait qu'avant qu'il y avait plusieurs modèles alpha, dû au fait que notre groupe d'androïdes fait partie de la génération A7, et que donc il y avait sûrement les groupes A1, A6, et qui sont possiblement tous morts. Ils étaient quasi tous des mâles, et vu qu'ils étaient épuisés pour une possible course à l'armement, ils sont donc morts au front. Et qu'après que la guerre s'est terminée, que nos scientifiques ont créé un modèle A7, avec une autre démarche, en se basant sur les émotions humaines, que ça soit dans le bon ou dans le mauvais. Et une question qui se pose, et qui est un peu plus importante, c'est pourquoi ils doivent s'embrasser pour partager des données? Bon, je pense, et là pour moi ma théorie est tout vraiment irréfutable, c'est que Hitoshi Ashinano, le mangaka, avait juste faim, qu'il avait envie de mettre un peu de fanservice. En soi, est-ce que je suis contre? Pas vraiment, tu vois, voilà, mais bon, même si je me pose la question de pourquoi précisément il faut que ce soit... voilà, bref. Par contre, et là c'est intéressant, c'est le Tapon, une sorte d'avion qui fait le tour du monde. On ne connaît que 2 passagers à bord. Une femme de ménage assez vieille, donc on s'en fout, ainsi que l'androïde A7M1, Alpha, la toute première de cette génération, à pas confondre avec notre protagoniste. Je pense que cet avion a été confectionné pour les âmes savantes qui restent dans ce monde, au cas où une catastrophe de force majeure, genre un séisme d'échelle 7, frappe la Terre. Ils sont toujours là pour trouver des solutions, même si au final, on sait que la solution est de juste laisser la Terre partir en paix. Enfin, on a le fameux propriétaire. Personnellement, le fait qu'on sache son identité m'importe peu, vu que l'histoire est autour d'Alpha, et qu'elle devienne indépendante d'elle-même. D'ailleurs, on a 2 chapitres assez distants entre eux, où on suit la perspective d'une personne qui se rend au café, puis repart en racontant son expérience. Cette personne peut être possiblement le propriétaire qui prend des nouvelles de notre protagoniste, mais à en juger les réactions d'Alpha qui n'est pas surprise de son retour, en tout cas pas énormément, cela pourrait être une connaissance du propriétaire, ou juste un random. Ça peut être toi, moi, lui, eux, tous ceux qui le veulent, voilà. Au final, on peut conclure que toutes ces zones d'ombre ne sont pas vraiment là pour être explorées. C'est toujours bien de se poser des questions, évidemment, mais comme je l'ai dit au début, ce n'est pas le but. Un soir, lors d'une effroyable tempête, Alpha s'inquiète. Sous le toit d'Ojisan, elle se fait du souci pour son café, ne pouvant rien faire à part attendre le lendemain, tout en espérant que le pire soit passé. C'est à ce moment-là que l'œuvre prend un tournant majeur. La bulle d'Alpha éclate. Après la destruction de son café, elle décide de voyager sans aucune destination, simplement pour le plaisir. Et c'est pour ça que cet arc est excellent à mes yeux. Parfois, après un événement dramatique, un changement d'air frais est essentiel. Elle découvre de nouvelles choses et rencontre de nouvelles personnes. Son monde et son esprit s'élargissent. Alpha a mûri. Cependant,
Ce n'est pas ce qui m'a le plus marqué. Ce qui suit est encore plus poignant. Alpha devient plus mature après son voyage et décide de reconstruire son café. Cela lui prendra 10 ans. Et le temps passe vite, trop vite. Takahiro est parti, et Maki fera de même. Oji-san et Sensei nous quitteront avec le temps. Et c'est seulement maintenant qu'Alpha va ressentir cela. Elle passe d'un androïde superficiel, dépourvu de curiosité, à un androïde complet, rempli de vie, qui comprend enfin ses émotions. Bien qu'elle soit triste, après avoir enfin compris cette fatalité, elle fait son deuil et va vers l'avant, sans regret. Et grâce à cette œuvre, j'ai réussi à faire de même. Un peu de contexte. Il y a 2 ans, j'étais dans le mal, seul, sans aucune motivation. Réveil, manger, école, devoirs et sommeil. C'était ma routine. Je me mentais à moi-même, me disant que tout allait bien, etc. À un moment donné, j'ai même eu des pensées sombres. Heureusement, grâce à une autre œuvre, j'ai pu corriger cela rapidement. Mais ce n'est pas le sujet. Pour la faire courte, je vivais dans un cercle vicieux. Puis un soir, sur mon canapé, j'ai commencé Escale à Yokohama, recommandé par un ami sur Discord d'ailleurs. Au fil des pages, certaines questions me venaient à l'esprit. Où est l'intrigue? Pourquoi je lis cette œuvre exactement? Cependant, j'ai décidé de lui donner une chance, et peu à peu je me suis habitué. Une chose est sûre, je ne pouvais plus m'arrêter. Parfois je riais, parfois je pleurais, parfois j'étais époustouflé. Et j'ai terminé d'une traite. D'ailleurs c'est mon record, voilà, je vais me vanter un petit peu. Mais une chose était certaine, j'avais enfin compris ce qui n'allait pas. Un moment qui m'a énormément marqué, c'était quand Takahiro avait annoncé qu'il allait quitter les lieux pour ses études. Alpha accepte et dit à Takahiro qu'elle va l'attendre. Au final, ils ne se sont jamais revus en face à face et ne communiquaient que via des lettres. Mais cela ne l'a pas détruit. Il est parti faire sa vie et la sienne doit continuer sans lui. Il était temps de changer de vie, de briser ce cercle, de s'épanouir. L'entourage change et il faut suivre cette évolution. Merci Toshi Ashinano, merci Escale à Yokohama, merci Alpha, et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Bonne lecture. At the end of my